Salut à tous. Aujourd'hui on regarde Alerto et Alerto règles compliquées. Alors, désolé, c'était le dernier jeu de mots que je ferai sur la chaîne. Alerto, à part ça, je préviens tout de suite, vous voyez ce qui est écrit ici, c'est un jeu de placement d'ouvriers d'Uwe Rosenberg, qui a une boîte qui est assez grosse, vous voyez la taille de ma main, c'est vraiment énorme, ça dégorge de matériel. Là vous voyez ce qui est ici, c'est le plateau central, et ça c'est uniquement pour un joueur, donc vous multipliez par 4 pour avoir le contenu de la boîte entière. Donc c'est un gros jeu avec pas mal de règles qui va être assez complexe, et je ne vais pas aller dans le détail de toutes les règles, je vais essayer de vous donner une bonne idée de la manière dont ça fonctionne si ça vous intéresse. Mais je ne vais pas revenir sur les bases du placement d'ouvriers, tous ces trucs-là, je vais prendre ça pour acquis, je vais considérer que je m'adresse à un public averti pour expliquer ce jeu. Mais néanmoins, je mets un petit bémol, c'est pas non plus un jeu extrêmement complexe, ça a l'air complexe, il y a beaucoup de choses à voir, mais une fois que vous avez commencé votre premier tour de jeu, le deuxième, troisième tour de jeu ensuite, c'est beaucoup plus fluide, et finalement, sous ces aspects un petit peu complexes, le jeu est quand même très accessible. Pour vous présenter Alerto, je vais passer en revue les 10 phases du tour de jeu les unes après les autres pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais avant ça, je vous présente très rapidement le matériel. Donc déjà, on a une aide de jeu pour chaque joueur. Alors l'aide de jeu, c'est très bien parce que d'un côté, on a le texte et de l'autre côté, on a les images, une fois qu'on connaît. Alors attention, je préviens également, le jeu est en anglais, il n'est pas encore sorti en France, donc il va sans doute être localisé à un moment ou à un autre, mais bon, il y a très peu de texte au final, donc c'est vraiment pas embêtant si vous arrivez à lire la règle. Donc une aide de jeu pour chaque joueur, on a également un champ qui représente notre champ, là où on va aller planter les trucs. On a aussi un coffre à bijoux pour noter combien de bijoux on possède. On a ensuite ce plateau-là qui va nous servir à compter nos moutons et des choses de ce type-là. Et ensuite on a ce plateau ici avec la maison qui est sur le dessus, qui va nous donner pas mal d'informations, en gros qui représente notre communauté, enfin le village d'Alerto, qu'on va développer. Donc au fur et à mesure on va développer ces différents bâtiments, donc la boulangerie, la manufacture, des choses comme ça, et au fur et à mesure que ces bâtiments avancent, on va pouvoir faire progresser notre communauté ici, et le fait que notre communauté progresse, ça va nous donner à la fois plus d'ouvriers qu'on va aller placer sur les cases au centre, et puis au fur et à mesure de la partie, ça va également nous donner vers la fin des points de victoire. Puisque, évidemment, c'est un jeu d'Uwe Rosenberg, l'objectif, ça va être d'avoir un maximum de points de victoire, à la fois en faisant progresser notre communauté, et en allant chercher des cartes qui vont nous permettre de marquer des points. Alors, comme je vous le disais, on va reprendre toutes les phases d'un tour de jeu, et je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ça fonctionne. Alors, la première phase d'un tour de jeu, à chaque fois, ça va être de nettoyer un petit peu le plateau. Donc là, on imagine qu'on est dans une partie à 1 joueur, ça change quasiment rien d'être dans une partie à 1 joueur ou à 4 joueurs. C'est un jeu où on est très focalisé sur ce qu'on fait. On va un petit peu se bloquer sur le plateau pour le placement d'ouvriers, mais globalement, ça reste un jeu assez solitaire. Donc la première partie, c'est qu'on va nettoyer un petit peu le plateau. La particularité, c'est que les ouvriers qu'on va utiliser, ce sont ces cubes qui sont communs à tous les joueurs. Donc une fois que vous allez placer un cube sur le plateau, on s'en fiche de savoir qui l'a placé, puisque sur chaque emplacement, ici, pour le placement d'ouvriers, on va tout simplement pouvoir tous y aller, mais on va juste payer de plus en plus cher. C'est-à-dire que la première personne qui va à un endroit va payer 1, la deuxième qui y va payer 2 cubes, et la troisième qui y va payer 3 cubes, et ensuite l'endroit sera bondé. Ce qui fait que c'est pour ça qu'au début de chaque tour, on va nettoyer en partie le plateau pour nettoyer certains endroits qui seraient trop demandés ou trop bondés. Comment ça se passe? Alors si on fait un jeu à 4 joueurs, on va tout simplement retirer la ligne la plus haute de chacun des la ligne la plus haute occupée de chacun des espaces du placement d'ouvriers. Donc si jamais il n'y a qu'une seule personne qui y est allée ou s'il n'y a pas de cube, on retire le cube qui reste. Si jamais, par exemple ici, là, la deuxième ligne est occupée, mais pas la troisième, eh bien on retire les cubes de la deuxième ligne. Si jamais vous jouez à 1, 2 ou 3 joueurs, il y a ces petites cartes, vous allez en piocher une dans cette phase-là, et elle va vous dire dans quel cadran, dans quel espace du plateau, on va retirer ces petits cubes, en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 3 joueurs, on va retirer les cubes dans 3 espaces du placement d'ouvriers. Si vous jouez à 1 joueur, on va retirer les cubes dans un seul des cadrans. Donc ici par exemple, c'est dans le cadran 3, ça veut dire que je vais retirer toute ligne du haut dans ce cadran-là, donc je retire ça, 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 et les 2 cubes qui sont ici. Voilà, donc ça c'est la première étape du tour de jeu, on fait un petit peu de nettoyage sur le plateau. Ensuite, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape concerne le plateau ici avec les cartes de fermier. Alors je ne sais pas du tout comment ça va s'appeler en français, donc des fois je vais dire des trucs en anglais, je suis désolé. En anglais c'est des farmland cards, donc je suppose que ça va être des cartes de ferme, j'en sais rien. Et on va prendre
celle qui correspond au tour en cours. Donc les tours, on va jouer 6 tours de jeu, donc là le tour 1, j'ai déjà pris la carte. Le tour 2, je vais prendre cette carte-là, et je ne vais pas la regarder, je vais juste la poser à côté de moi. Et je vais placer dessus autant d'ouvriers que je vais pouvoir utiliser dans ce tour-là, et le nombre d'ouvriers auquel j'ai droit est indiqué dans la fenêtre de ma maison. Plus j'ai fait progresser ma communauté, comme je vous le disais, plus je vais avoir d'ouvriers. Donc là j'ai droit à 7 ouvriers, je vais placer mes 7 petits ouvriers sur ma carte de ferme. Donc ça c'est bon, on a fait l'étape 2. On peut passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est que je vais pouvoir activer certaines des cartes que j'ai posées au tour précédent. Alors certaines avec ce petit symbole-là, le petit symbole 3, c'est-à-dire que ce sont des cartes qui vont s'activer en phase 3, et à toutes les phases 3, elles vont me faire un bonus. Par exemple, cette carte-là, en phase 3, va me permettre de gagner 2 laits. Alors là, je regarde, hop, sur mon plateau. Pour l'instant, j'ai 1 lait, et bien je peux gagner 2 laits. Et mon autre carte me permet de gagner un lin, et donc pareil, je vais augmenter mon lin de 1. Ce qui me permet de faire une petite aparté sur la manière de marquer les ressources. En fait, vous n'allez pas prendre un nombre de jetons équivalent au nombre de ressources que vous avez, vous allez juste les monter et les descendre sur cette piste. Et si jamais vous en avez plus que ça, par exemple si je gagne 3 blés, je ne sais pas si c'est du blé, mais 3 blés supplémentaires, hop, je peux prendre un deuxième marqueur et le mettre sur 3, et là j'ai juste à additionner, je sais que j'en ai 8. Alors pas de problème, je pourrais aussi le marquer comme ça, 5 et 4, vous faites comme vous voulez. Ce qui est important, c'est que ce soit un jeu à somme nulle. Si vous avez 5 ressources jaunes, il faut en avoir 5. Voilà, donc là j'ai gagné 2 blés, je les ai marqués, et mon lin, je l'ai marqué également. Donc ça c'est bon, j'ai fait la phase 3 avec les cartes bonus, et ce qui me permet d'ailleurs de faire une autre aparté sur les cartes. Il y a globalement, alors je ne vais pas rentrer totalement dans le détail, mais globalement il y a 2 types, enfin, allez, disons 4 types de cartes divisées en 2 catégories. Premier type de cartes, ce sont les cartes bonus, c'est celles-là, c'est celles qui vont s'activer en phase 3. Donc les cartes, on peut aller les chercher avec du placement d'ouvriers, on a également des cartes qui nous sont données en fin de partie, et des fois quand on va jouer une carte, ça va nous permettre de piocher une autre carte, donc en gros vous allez récupérer plein de cartes durant la partie, donc ça vous inquiétez pas là-dessus. Et puis également les cartes qui sont sur votre plateau mouton. Ces cartes sont globalement divisées en 2 catégories, des fois vous avez juste un trait, et des fois vous avez une flèche. Quand vous avez un trait, comme ça, une barre horizontale, ça veut dire que vous avez besoin seulement de posséder ce qui est en haut pour pouvoir poser la carte et pouvoir gagner éventuellement ce qui est en bas. Vous n'avez pas besoin de le dépenser. Par contre, si vous avez une flèche, ça veut dire que vous avez besoin de dépenser ce qui est en haut pour pouvoir gagner ce qui est en bas. Donc par exemple, cette carte-là, pour la jouer, j'ai dû dépenser un mouton. Et ensuite, j'ai pu la poser. Et à partir de là, à toutes les phases 3, elle va me faire 2 laits. Et à la fin de la partie, elle me fera 3 points de victoire. Cette carte-là, j'ai dû avoir 7 lins pour pouvoir la poser. 7 lins ou plus, hein. Des fois, si c'est le nombre exact, c'est marqué égal, etc. Mais normalement, c'est un minimum. Pour pouvoir la poser, et à toutes les phases 3 jusqu'à la fin de la partie, elle va me rapporter un lin, et elle me rapportera également 3 points de victoire. Voilà, donc ça c'est globalement les manières de marquer des points. Les cartes bonus vous font des points en phase 3. Vous avez les cartes up qui sont ici, les cartes de points en gros, qui vont vous faire pas mal de points de victoire, mais il va falloir payer assez cher. Donc ça on en a une également au début de la partie. On a aussi des cartes qui s'appellent des gateway cards, qui sont des cartes portail en fait. Alors il y a 4 paquets différents dans la boîte, là je joue avec le paquet le plus simple, mais vous avez 3 autres paquets si vous voulez varier vos parties. Ces cartes-là, en général c'est pareil, ça vous demande d'avoir juste une condition en haut qu'il n'est pas nécessaire de payer pour gagner immédiatement cette fois, et non pas en phase 3, des ressources, et éventuellement de piocher des cartes bonus, c'est le petit élément qui est indiqué en bas à droite. Et les cartes qu'on a également au début de la partie, les Farmland Cards ici, on peut aussi aller les piocher dans le paquet qui est tout en haut à droite. Et ces cartes-là, elles, en général, nous demandent de payer quelque chose pour obtenir des ressources et généralement aussi pour piocher des cartes. Voilà, des fois c'est pas forcément, des fois c'est des conditions qui sont écrites, c'est du texte rédigé, il faut qu'il y ait une situation de partie, bon voilà, c'est très varié dans les différentes cartes. Voilà, donc on a fait la phase 3 qui était d'activer éventuellement les cartes bonus qu'on avait placées devant soi. On va pouvoir passer à la phase 4, qui est la phase un petit peu principale du jeu, qui est celle de placement d'ouvriers. Durant cette phase de placement d'ouvriers, c'est quelque chose d'assez classique qu'on va retrouver. Donc le joueur qui est le premier joueur, hop, qui possède le petit jeton Cocorico, va pouvoir placer, va choisir de placer un ou plusieurs ouvriers sur une case, puis c'est au joueur suivant, etc. Et on va jouer jusqu'à ce que tous les joueurs aient placé tous leurs ouvriers, tout simplement. Alors, globalement, les cases ici vont nous permettre d'aller chercher des ressources, vont nous permettre d'aller chercher des champs supplémentaires,
des moutons, ou de transformer des moutons en ressources, ou éventuellement d'aller planter des ressources dans nos champs. Et on va retrouver des mécaniques qu'on retrouve déjà dans des jeux d'Uwe Rosenberg, donc qui vont être assez connus pour les joueurs. Donc si on regarde un petit peu les différents endroits, ici par exemple, je peux gagner un mouton et une viande. Alors les moutons, ils sont un peu spécifiques, c'est que les moutons, on va les mettre sur le plateau des cartes de ferme. Et les moutons vont avoir une durée de vie. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en tour 2 et je gagne un mouton. Donc le mouton ne va pas venir ici, il va venir ici. C'est le sens de la flèche. Donc jusqu'au tour 5, le mouton est en vie. Si au début du tour 5, le mouton est toujours là, il va mourir et il va être dégagé avec la carte. Donc mon objectif, il y a des cases qui permettent d'augmenter la durée de vie du mouton, ou sinon il faudra que j'aille à la boucherie et que je le transforme en viande avant qu'il ne meure. C'est un petit peu moche, mais bon, c'est comme ça. Et si jamais vous gagnez un mouton sur les tours 4, 5 et 6, par contre ce mouton va venir ici, et il pourra vivre jusqu'à la fin de la partie. À la fin de la partie, vous aurez un point par mouton encore vivant sur cette case. Donc ça peut être appréciable, si vous avez 8-9 moutons, ça peut faire 8-9-10 points, c'est assez chouette. Donc ça c'est pour les moutons, et puis les moutons ils sont intéressants, ils produisent du lait, on verra ça après. Ensuite vous avez ici par exemple cette carte qui vous permet de gagner 2 crops, alors 2 céréales, donc ça c'est des céréales de votre choix, par exemple je pourrais très bien prendre du... alors le vert, je crois que c'est du hop, c'est du houblon, je crois, je sais plus. Mais bon, des ressources vertes, hop, que je place sur mon plateau ici. Je gagne du lait et de la laine, et un mouton gagne un tour de vie, ça veut dire que tout simplement, enfin gagne un tour de vie, oui, ça veut dire que le mouton va être déplacé, hop, sur la case suivante, et donc il pourra vivre un petit peu plus longtemps. Ici, c'est pareil, ça permet de gagner de la brique. Ici, on peut transformer du lait en mouton. Là, on peut gagner autant de laine qu'on a de moutons, donc ça peut être intéressant. Les stratégies moutons, c'est assez chouette, et puis ça permet d'augmenter la durée de vie du mouton. À la boucherie, on peut tuer un mouton pour de la viande et de la peau. À la nurserie, on peut gagner de la brique ou des céréales. Et où est-ce qu'on a un endroit? Là aussi, on peut gagner un mouton ou de la peau. Et ensuite, les autres cases vont nous permettre d'aller chercher des champs ou alors de planter les champs. Alors ça, comment ça se passe? Quand vous allez chercher un champ, les champs ont un certain niveau qui va dépendre en fait du chiffre qui est indiqué en face. C'est pour ça que tout correspond et que tout est aligné. Les champs qui sont dans la case, en face de la case 2 sont des champs de niveau 2, ils ne sont pas très productifs, et des champs en face de la case 5 sont des champs de niveau 5 qui sont très productifs. Comment ça se passe quand je vais chercher un champ? Je regarde sur le plateau ce qui est indiqué. Par exemple, là, je gagne un champ de niveau 2 et une brique. Et bien, tout simplement, je vais chercher un champ, je le mets dans une colonne, dans une ligne au niveau 2, et je gagne, hop, une brique. Pareil pour un champ de niveau 5. Ensuite, si je veux planter un champ, je vais devoir, hop, utiliser une des céréales que je possède dans mes entrepôts pour les planter sur le champ de mon choix. Par exemple, si je vais ici, là, avec 2 ouvriers, hop, je vais avoir le droit de planter 3 fois. Alors les actions sont jamais obligatoires, hein. C'est un minimum, vous pouvez même juste y aller pour enquiquiner les adversaires et bloquer la case. C'est un peu méchant, mais bon. Donc là, si je plante 3 fois, je vais planter des ressources que j'ai chez moi, et là on retrouve un peu les mécaniques qu'on connaît déjà. Donc par exemple, si je plante un barley, je ne sais plus comment c'est en français, je plante comme ça, je diminue de 1 parce que je dois utiliser une de ces ressources, et j'en prends une pour la planter dans le champ de mon choix. Si je plante un lin par exemple, hop, je peux le mettre là, et si je plante, je pourrais en planter un deuxième par ailleurs, mais bon, je vais peut-être planter autre chose, je vais planter là du jaune, hop, et je vais le planter ici. Donc je les plante plutôt dans ces champs-là qui vont être davantage productifs que dans les champs du bas qui seront un petit peu moins productifs. Et enfin, autre action que vous pouvez faire, c'est aller chercher des cartes, comme je vous le disais, hop, donc par exemple je mets mon cube ici, il n'y a que 2 emplacements pour chaque type de carte, hop, je prends une carte, je regarde si ça m'intéresse ou pas, et enfin de toute façon je la rajoute à ma main de cartes. L'intérêt d'aller chercher des cartes également, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va chercher une carte, il prend le jeton premier joueur, mais donc le jeton premier joueur va passer de main en main durant le tour de jeu, et à la fin, quand tout le monde aura placé tous ses ouvriers, celui qui aura encore le jeton premier joueur sera premier joueur au tour suivant. Donc ça a aussi cet intérêt-là d'aller chercher des cartes. Et je fais encore une petite aparté sur les cartes pour vous dire que la spécificité du jeu, c'est que les cartes, vous pouvez les jouer absolument n'importe quand. C'est-à-dire que vous piochez une carte et vous vous rendez compte que vous remplissez les conditions, vous pouvez la jouer immédiatement. C'est vraiment quand vous voulez, et ça c'est hyper important dans le jeu, on peut la jouer exactement quand on veut. Tiens, d'ailleurs celle-là par exemple, qui me demande d'avoir 6, 9 ou 12 blés pour gagner 1, 2 ou 3 laits et piocher une carte bonus, elle va être assez intéressante, puisque au moment où je vais récolter mon blé,
je vais avoir plus de ciblés, et donc je vais éventuellement pouvoir la jouer, ou alors si je préfère je peux attendre, mais je la jouerai peut-être à ce moment-là, il faudrait que j'y pense. Ah mais attendez, ah non. Ah là par exemple ça me demande d'avoir 6 champs pour gagner un blé et une peau et piocher une carte bonus. J'en ai que 5. Bah tiens, peut-être qu'une des actions intéressantes que je peux faire, c'est d'aller chercher un champ. Je vais aller là, hop, et je vais prendre un champ de niveau 4, tchouk, et donc, boum, je remplis cette condition, je peux jouer immédiatement cette carte, qui me donne tout de suite un blé et des pots. Et en plus, je pioche une carte bonus, hop, qui sont ces cartes-là, et du coup, là, si j'avais une viande, je pourrais tout de suite dépenser la viande pour être sûr de gagner une laine à chaque phase 3 de chaque tour de jeu, et gagner 3 points de victoire à la fin de la partie. Bon, il se trouve que là, j'ai pas de viande, donc tant pis, je vais la garder sur le côté. Voilà, donc ça c'est un petit peu la mécanique générale sur le plateau central. Il y a une dernière chose à voir, ce sont les bijoux. Alors les bijoux, vous verrez l'intérêt plus tard, mais on peut les gagner de deux manières, soit en allant ici et en dépensant un champ pour gagner un bijou et 3 briques. Donc les bijoux, c'est pareil, on monte sur la piste des bijoux. Ou alors vous pouvez aller ici, et si vous allez ici, vous allez devoir, alors, hop, je remets le... Hop, si vous allez sur cet emplacement, ça va vous demander de reculer un de vos bâtiments que vous aviez déjà avancé, à condition qu'il y ait un espace libre derrière, donc de reculer un de vos bâtiments pour gagner 2 bijoux. Alors, ça paraît complètement inutile, mais vous verrez tout à l'heure à quoi ça sert. Hop. Donc ça, globalement, c'était la phase 4, la phase de placement d'ouvriers. On va passer maintenant à la phase 5. Juste avant, j'ai oublié un tout petit truc que vous pouvez faire avec vos ouvriers. Au lieu de placer un ouvrier sur le plateau central pour gagner des ressources ou des champs ou des choses comme ça, vous pouvez aussi, à votre tour de jeu, choisir de dépenser autant d'ouvriers que vous le souhaitez pour gagner le même nombre d'outils. Et les outils, ça va être très intéressant, encore une fois, vers la fin du tour de jeu, vous allez voir ça. Donc imaginons que là, j'ai gagné... Allez, je m'en fiche, je peux tricher, j'ai gagné 3 outils, j'ai dépensé 3 ouvriers pour avoir des outils, ou alors j'ai joué des cartes qui m'ont donné des outils, ou des choses comme ça, bon. En tout cas, j'ai mes outils. On passe ensuite à la phase 5 du tour de jeu. La phase 5 va me permettre de prendre cette carte, cette Farmland Cards que j'ai eue au début du tour de jeu et sur laquelle je plaçais mes ouvriers, et cette fois je vais pouvoir la révéler et je vais pouvoir l'ajouter à ma main. Donc là, bah, ah oui, je peux dépenser 1, 3 ou 6 barley pour gagner 1, 2 ou 3 cartes portail. Ah, c'est intéressant ça. Alors le barley, je suis un peu embêté parce que je vais en avoir besoin pour avancer mes cabanes qui sont ici. Mais en même temps, les cartes Gateway Cards, elles sont intéressantes parce que souvent on n'a pas besoin de payer pour obtenir des choses. Bon allez, je suis joueur, disons que je dépense 1 barley pour... utiliser cette carte et piocher une carte portail. Donc cette carte est utilisée, elle pourra plus me servir. Hop, je pioche une carte portail. Ah, vous venez de dépenser votre dernier bijou, et dans ce cas-là, je peux gagner ça et ça. Bon, sachant que j'ai 2 bijoux pour l'instant, bon, allez, ce sera peut-être utile vers la fin du tour, je vais le garder. Ok, donc maintenant qu'on a fait la phase où on a révélé la carte Farmland, on va augmenter de niveau les champs qui ne sont pas cultivés. C'est un petit peu le principe de la mise en jachère, hein. Les champs qui sont laissés tranquilles pendant un certain temps vont gagner en productivité, ils vont se ressourcer. Donc je vais augmenter tous mes champs qui ne sont pas plantés de 1 niveau. Et en plus de ça, j'augmente encore un champ de 1 niveau. Par exemple celui-là. Ok, donc maintenant on a fait la phase 6, on passe à la phase 7. On va faire la récolte. Alors la récolte c'est un peu particulier, je vais prendre les céréales qui sont sur mes champs et je vais les déposer sur l'entrepôt qui leur correspond. C'est-à-dire qu'un champ 5 va me produire 5 ressources. Et ensuite, le champ, comme il a produit, il est un petit peu fatigué, hop, il diminue de niveau. Pareil ici pour le lin, hop, j'en ai 4, ça diminue de niveau. Et le blé, hop, j'en ai 3, et le champ diminue de niveau. Donc à chaque tour de jeu, vous allez avoir comme ça des champs qui montent, des champs qui diminuent. Il y a aussi un endroit du placement d'ouvriers qui vous permet de remonter les champs au niveau 5. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez un petit peu gagner vos ressources, il va falloir vous organiser. Ensuite, avant, tant que j'y pense, là j'ai 9 blés, donc 9 blés ça me permet de gagner 2 laits, donc je vais jouer immédiatement cette carte, hop, et je vais gagner 2 laits, tchouk, je monte à 5, et en plus je gagne une carte bonus. N'importe quelle 3 cartes de ma main pour gagner une carte Gateway à chaque début de tour de jeu. Bah ça peut être intéressant parce qu'il y a des cartes que je vais pas... Voilà, imaginons que ces 3 cartes là, j'ai pas envie de les utiliser dans cette partie, hop,
je les dépense, et je peux jouer immédiatement cette carte-là, et à la phase 3 du prochain tour de jeu, je pourrai gagner ça, et en plus, à la fin de la partie, ça me fera 3 points de victoire. Hop! Nickel! Donc, on peut passer à la phase 8. La phase 8, c'est la phase où mes moutons vont me donner du lait. Donc pour chaque mouton que j'ai encore vivant, je gagne un lait. Là, j'ai 2 moutons dans mes entrepôts. Hop, je peux gagner 2 laits, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on passe à une phase très importante du jeu, la phase 9, qui va nous permettre d'avancer les bâtiments et de faire progresser notre communauté. Alors, on arrive ici dans la phase un petit peu cruciale du jeu et qui est un peu l'objet de toutes nos attentions, puisque c'est pour ça qu'on va, enfin globalement pour ça qu'on va essayer de récolter des ressources. L'objectif, ça va être, alors ici on a sur le plateau des moutons, il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce plateau de moutons. À chaque tour de jeu est indiqué ici ce qu'on va devoir payer pour chacune de ces maisons pour les faire avancer. Donc au premier tour de jeu, il faudra payer 1. Donc par exemple, ici, il faudra que je paye une brique, un barley, là ce sera soit une viande, soit un lait, un parmi ces 3 ou un parmi ces 3. Et je peux payer plusieurs fois. Au tour 2, il faudra que j'en paye 2. Au tour 3, il faudra que j'en paye 3. Mais si je paye avec 2 types de biens différents, je pourrais payer que 2. Donc ce qui fait que par exemple ici, au lieu de payer 3 laits ou 3 viandes, je pourrais payer un lait, une viande, et ça me permettra d'avancer. Donc plus vos ressources sont diversifiées, moins ça vous coûte cher. Ensuite, au tour 4, il faudra que je paye 4 biens, mais si jamais j'utilise 2 types de biens différents, je pourrais payer que 3. Au tour 5, il faudra que je paye 5, mais si j'utilise 2 types différents, je pourrais payer que 4, et si j'utilise 3 types de biens différents, je pourrais payer que 3. Ce qui fait que la manufacture ici, en utilisant un lin, une peau et une laine, au tour 5, je pourrais payer que 1 pour le faire progresser d'une case. Alors que si je payais uniquement avec du lin, ou uniquement des peaux, ou uniquement de la laine, il faudrait que je paye 5 pour le faire progresser. Et pareil au tour 6, il faut payer 6, mais vous avez des réductions si vous utilisez 2 types de biens différents ou 3 types de biens différents. Donc c'est un truc assez important à prendre en compte. Donc là, imaginons, on est au tour 2, donc je dois payer 2 biens. Ici, la spécificité de ces 2 premiers bâtiments, c'est que vous devez toujours payer plus de l'un que de l'autre. Donc là, si je dois payer plus de briques que de blé, mais que je dois en payer 2, de toute façon, je vais être obligé de payer 2 briques. Donc là, ce bâtiment-là, c'est que à partir du tour 3 que je vais pouvoir payer un petit peu moins et que ça va devenir un peu plus intéressant d'avoir 2 ressources différentes. Mais au tour 1 et 2, de toute façon, je vais être obligé de payer de la brique. Donc là, je suis un peu embêté, moi j'ai qu'une seule brique en stock, donc lui, il va pas pouvoir avancer, mais c'est là que mes bijoux vont m'être utiles, puisque si je le souhaite, je peux dépenser un bijou pour faire avancer n'importe quel bâtiment, quel que soit le coût du bâtiment. Donc c'est pour ça que les bijoux, on les accumule en général pendant la partie, on essaye de les utiliser plutôt à la fin, au moment où ça coûte bien cher, mais c'est pas toujours le cas, des fois on a envie de progresser tôt dans la partie, et donc on peut aussi dépenser ces bijoux assez tôt dans la partie. Ici c'est pareil, il faut que je paye du barley, je sais plus ce que c'est, de l'orge, je sais pas. Il faut que je paye ça, donc il faut que j'en paye 2, donc par exemple, hop, je prends 1, 2, hop, voilà. Le lait, il faut que j'en paye 2 aussi, je vais payer 1, 2. Ici, je vais peut-être payer un lin, alors je peux maximum 1 lin et un blé, hop, je progresse. Du coup, là j'ai tout fait progresser, ma communauté peut avancer, ce qui fait que j'aurai 8 ouvriers au prochain tour. Et là, vous voyez que il y a ces petits jetons qui sont des rochers qui bloquent un petit peu ma progression. Alors ça ne veut pas dire que je suis bloqué ici jusqu'au prochain tour, ça veut juste dire que ça va rendre ma progression plus difficile. Comment je vais pouvoir faire avancer mes bâtiments en dépit de ces rochers qui les bloquent? D'accord, c'est des petits jetons ici qui sont là. Eh bien, c'est là que les outils vont rentrer en jeu. Je vais pouvoir dépenser mes outils, alors c'est pas dépenser, c'est plus épuiser mes outils, parce que je vais les garder d'un tour sur l'autre, mais je pourrais les utiliser qu'une seule fois par tour. Je vais pouvoir épuiser un outil pour, en payant toujours le coût que me demande le bâtiment, le faire avancer enfin pousser un rocher derrière le bâtiment. Par exemple, ici, si je prends l'endroit, la cooling house, je ne sais pas trop ce que c'est, il faut que je paye 2 laits, donc par exemple je vais payer 2 laits, 1, 2, et j'épuise un de mes outils pour pouvoir faire avancer le bâtiment, même s'il y a un rocher devant. Et là je me rends compte qu'il y a 2 rochers, donc si je veux continuer à faire avancer ce bâtiment, il va falloir que je paye 2 outils, donc je pourrais encore payer 2 laits, hop, pour faire avancer le bâtiment. Mais là, du coup, j'ai épuisé tous mes outils pour ce tour de jeu, donc je ne vais plus pouvoir avancer aucun de mes bâtiments, je suis bloqué. Si j'aurais aussi pu décider de ne pas l'utiliser pour celui-là, mais plutôt l'utiliser pour celui-là, en payant un blé et un lin, hop, pour faire avancer celui-là, etc.
Donc ça, c'est une phase qui est assez importante, puisque plus vous progressez, déjà plus vous avez d'ouvriers, donc ce qui est assez nécessaire, et aussi avec un maximum de 12 ouvriers, et à partir de cette case-là, plus vous faites progresser vos bâtiments, plus vous allez marquer 2 points de victoire, jusqu'à avoir 70 points de victoire si vous amenez votre communauté tout à fait au bout. Mais après, vous n'êtes pas obligé non plus d'amener la communauté tout au bout, puisque si vous amenez hop, vos bâtiments et qu'ils dépassent les petits jetons plus 3 ici qui sont indiqués sur le plateau, ce sont également des points que vous allez marquer à la fin de la partie. Hop. Voilà. Donc ça, c'était la phase 9, c'est une phase extrêmement importante, et ensuite on passe à la phase 10, c'est la phase où on va redéplacer les rochers, ils ne vont pas rester collés à nos bâtiments quand même, on va les redéplacer pour les placer à 2 cases et 4 cases de distance de nos bâtiments. Hop, donc on les remet comme ça, tchouk. C'est pour ça que des fois ça peut être intéressant d'utiliser les bijoux assez rapidement dans la partie, parce que au moins ça éloigne un petit peu les rochers, ça nous permet de consommer un petit peu moins d'outils durant cette phase. Donc ça peut être quelque chose de plutôt sympa. Voilà, donc là on a bien mis les rochers assez loin, on est arrivé à la phase 10 du tour de jeu, et bien on est prêt pour recommencer à la phase 1, avec de nouveau, on va tirer une carte cadran, on va nettoyer le plateau, et puis etc. etc. On refait les cartes bonus, les farmland cards, les actions d'ouvriers, la récolte, etc. etc. Jusqu'à la fin du 6e tour de jeu. Ici, une fois que le 6e tour de jeu est terminé, tous les joueurs ont encore la possibilité éventuellement de jouer des cartes s'il leur en reste en main, comme on peut jouer des cartes vraiment n'importe quand dans la partie, à ce moment-là ça peut être intéressant. Typiquement, à la fin de la partie, il y a des cartes qui vous permettent, en défaussant des champs, de marquer pas mal de points. Donc tout à la fin de la partie, une fois que vos champs ont été épuisés à produire des ressources, il n'y a pas de problème, vous pouvez tous les défausser pour gagner des points. Pareil pour les moutons, une fois que les moutons vous ont bien produit du lait pour avancer les bâtiments, vous pouvez défausser vos moutons pour gagner des points, même si les moutons c'est aussi des points, donc à faire attention. Mais voilà, généralement les 2 grandes manières de marquer des points, ça va effectivement être la communauté, les cartes bonus, qui rapportent quand même pas mal de points et qui rapportent des ressources durant la partie, donc celles-là, elles sont plutôt chouettes. Et il ne faut pas trop les oublier non plus, les cartes points, alors celles-là sont pas très intéressantes, mais ça par exemple c'est intéressant, avoir 6 lins et 6 hops, ça vous fait 10 points, c'est quand même très très intéressant une carte comme ça. Celle-là un petit peu moins, parce que 8 moutons pour 12 points, c'est un peu moins intéressant, parce que 8 moutons tout seul, ça vous fait déjà 8 points. Donc là, il n'y a que un différentiel de 4 points, là, c'est les 8 champs qui vont me faire 13 points, etc. Là, j'ai 6 farmland cards in play, donc j'ai joué 6 farmland cards durant la partie, ça me fait 6 points. Voilà, là, je défausse 3 outils, ça me fait 4 points, etc., etc. Vous avez des cartes très 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 variées que vous avez, donc ça, vous en avez une en début de partie, et vous allez pouvoir en récupérer davantage durant le jeu. Boum! Et voilà, c'est tout pour Alerto. Alors, Alerto, outre sa couverture très peu attrayante et ses illustrations qui sont comme des jeux de placement d'ouvriers à l'allemande, parfois un petit peu rébarbatives, hein, bon ça il faut pas se le cacher, on a quand même un matériel qui globalement, je trouve en tout cas, est très très bonne qualité, qui est très clair, qui est très bien fait, tout est ergonomique en tout cas. Franchement, le plateau de jeu, les ouvriers, enfin, il n'y a aucune question qui se pose, hein. Une fois que vous avez une idée de la manière dont fonctionne le jeu, il n'y a pas de question à se poser sur les différentes cases du plateau d'ouvrier, il n'y a même pas tellement de questions en fait sur les cartes, même si toutes les cartes sont différentes, finalement les effets sont hyper intuitifs et hyper simples à comprendre, et même si vous ne comprenez pas, et ça m'amène à mon point aussi positif, la règle est très très bien faite, et tout à la fin de la règle, vous avez absolument toutes les cartes du jeu sur 5 ou 6 pages, voire plus, qui sont expliquées. Donc même les cartes les plus simples, c'est expliquer ce que vous pouvez faire, et même parfois j'avais quelques questions, je me dis, bon, ça va pas être dans la règle, et en fait si, la question très précise que j'avais était indiquée au numéro de la carte, donc c'est vraiment bien fait. Il y a une toute petite confusion sur la mise en place qui est pas très très claire, là faut faire juste sur la mise en place, vous faites une mise en place normale, quel que soit le nombre de joueurs, c'est juste que c'est pas très très clairement expliqué, mais à part ça, le reste, vraiment j'ai pas eu de grosses difficultés. J'avais vu quelques vidéos sur internet avant d'y jouer, et en fait les vidéos, en regardant quelques tours de jeu, finalement ça donne assez rapidement une très bonne idée de la manière dont ça fonctionne. Donc de ce point de vue là, aucun problème. Ce qui peut faire peur au début, c'est éventuellement les 10 tours de jeu, mais bon, sur ces 10 tours de jeu, il y en a vraiment 2 qui sont un peu gros, c'est le moment du placement d'ouvriers, qui en plus se joue au tour par tour, et le moment où on avance nos community centers. C'est les 2 éléments où on prend un petit peu de temps, mais même cet élément-là, en fait, il peut tout à fait être fait en simultané par tous les joueurs. Donc finalement, avec des joueurs qui sont assez habitués au jeu,
ça peut quand même aller très vite, hein. La phase de placement d'ouvriers, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps. Et si vous êtes avec des joueurs qui aiment réfléchir, parce qu'il y a quand même un côté très calculatoire sur cet élément-là, parce qu'il faut bien se dire, ok, au prochain tour, j'ai besoin de 4 briques et de 2 ressources jaunes, mais si j'ai ça, ça veut dire qu'il va me falloir 2 outils. Alors par contre, j'ai aussi besoin de valider cette carte-là, parce que cette carte-là me donnera la laine dont j'ai besoin au prochain tour pour pouvoir faire telle action, etc. Donc c'est un peu le billard à 3 bandes. À chaque fois que vous avez des cartes, vous essayez à la fois, il faut trouver l'équilibre en fait, entre avancer votre community center, ce qui est nécessaire parce que ça va vous faire des ouvriers. Ça va peut-être pas vous faire l'ensemble de vos points, parce que les cartes font quand même beaucoup de points, mais vous devez avoir plus d'ouvriers à un moment. Vous ne pouvez pas rester avec 6 ouvriers pendant que les autres en ont 12, c'est pas possible. Donc il va falloir quand même, durant la partie, augmenter votre community center, mais vous n'allez, au bout d'un moment, vers la fin de la partie, vous allez quand même avoir des décisions à prendre entre jouer des cartes et payer un nombre incroyable de ressources et dépenser les ouvriers pour grappiller 3 points en avançant encore un tout petit peu vos bâtiments ici. Donc vers la fin de la partie, l'équilibre entre avancer votre centre de communauté et jouer des cartes, il va être un petit peu plus délicat qu'au début de la partie, il va falloir prendre des bonnes décisions. Au-delà de ça, alors c'est peut-être aussi un aspect un petit peu qui va en chiffonner certains, justement, ce sont ces cartes. Puisque comme c'est des cartes, c'est un petit peu comme des dés quelque part, il y a du hasard. Il y a un certain opportuniste, des fois vous tirez une carte, vous dites ah bah nickel, j'ai exactement ce qu'il faut, boum, je la joue. Et en plus elle me permet de repiocher une carte, hop je repioche, ah bah c'est ce qu'il me faut, boum, je la joue. Voilà, et puis d'autres vous allez tirer une carte et puis en fait non, j'ai aucune chance d'arriver à réaliser ce qui est sur cette carte, même dans les 3 tours qui me restent, donc en fait j'ai perdu une action à aller chercher cette carte, ou alors on m'a permis de piocher cette carte pour rien. Ça va arriver. Mais en même temps, j'ai envie de dire que oui, il y a un petit peu de hasard de ce côté-là. Moi, ça me dérange pas du tout, hein. C'est un côté un petit peu plus opportuniste, un peu moins calculatoire, donc franchement, ça me dérange pas. Ça rend le jeu plus accessible aussi. Et ça fait que les gens vont peut-être avoir un petit peu moins d'analysis paralysis, donc c'est pas plus mal. Mais moi, ça me dérange pas du tout, et j'ai regardé un petit peu, du coup, que j'ai vu cette critique passer pas mal de fois, et j'ai regardé combien de cartes j'avais devant moi en jeu à la fin de la partie. En comptant toutes les cartes, hein. Les cartes bonus qui vont me faire à chaque tour, les cartes farmland que j'ai pu jouer, les cartes gateway, toutes les cartes. J'en avais quasiment 6 ou 7 de chaque. À la fin de chacune de mes parties, j'avais au moins 20 cartes devant moi en jeu, plus 5-6 cartes en main. Pas toutes les parties, mais souvent c'est ça. Donc ça veut dire que quand même, sur toute la partie, vous allez quand même brasser un certain nombre de cartes, et que sur l'ensemble des cartes que vous allez brasser, s'il n'y en a aucune qui est utile pour vous, c'est quand même que vous n'avez vraiment pas de chance, quoi. C'est quand même sur la multitude de cartes que vous avez, au bout d'un moment, il y en a bien une qui va vous servir, et puis même si c'est à vous aussi de tordre un petit peu la partie pour pouvoir réaliser l'objectif de la carte tout en le conciliant avec ce que vous avez besoin de réunir comme ressources pour faire avancer vos petits bâtiments. Donc c'est aussi à vous de prendre ces éléments-là en compte et faire bien attention. Et vraiment le cœur du jeu, au-delà du placement d'ouvriers, c'est vraiment ces cartes, quoi. Elles sont... c'est vraiment très très intéressant et très amusant comme mécanique, et c'est très valorisant quelque part. Je vais pas comparer ça à comment ça s'appelle, à vraiment très futé ou à des jeux un petit peu de ce genre où en gros vous faites un truc ici qui vous donne un bonus là, qui vous donne un bonus là, qui vous donne un bonus là, mais ça ressemble un petit peu à ça quelque part, puisque vous arrivez à gagner telle ressource, boum, ça vous permet de jouer telle carte, qui vous donne telle ressource, qui vous permet de jouer telle carte, qui vous donne telle ressource, qui vous fait piocher une carte, qui vous permet par la situation que vous avez en jeu de piocher tel truc, voilà. Donc il y a des petits moments comme ça de rebond entre 2-3 trucs dans la partie qui sont assez jouissifs et assez amusants, quoi. C'est pas forcément ce à quoi on pourrait s'attendre de ce type de jeu, mais surtout, généralement, on a assez peu d'actions, il faut vraiment bien les réfléchir et tout. Là, on a quand même l'impression, souvent, allez, je me gave, je me prends plein de ressources, et du coup, je les dépense ici ou là, et je me fais des points. Et c'est amusant, quoi. C'est intéressant et c'est amusant. Et aussi, ce qui ne gâche rien, c'est que, comme je vous le disais, peu importe que vous jouiez à 1, 2, 3 ou 4, finalement, avec ces cartes cadrans qui permettent de dégager un petit peu le plateau plus ou moins en fonction du nombre de joueurs, hein. Si vous jouez à 3, bah, ça va être beaucoup plus dégagé que si vous jouez à 1. Ça permet pas mal de reproduire quand même le plateau qui se bloque, tous les emplacements qui sont de plus en plus occupés, comme si vous jouiez avec davantage de joueurs. Alors évidemment, c'est un petit peu plus prévisible quand vous jouez tout seul, il y a moins l'aléatoire de quelqu'un qui vient vous piquer l'action dont vous aviez absolument besoin avec le dernier cube qui vous restait, bien sûr. Mais ça reste très très agréable en solo, et là je crois que j'ai dû faire 4-5 parties à 2 joueurs, et des parties solo, j'ai dû en faire 10, 12,
ces derniers jours. Donc voilà, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, du coup, et qui me paraît... qui en fait me paraît pas beaucoup plus fluide maintenant que au début. Parce que même dès les premières parties, finalement, le jeu est très très fluide. Mais par contre, il reste encore une part de mystère, parce que j'ai encore du mal à dépasser un certain nombre de points, donc il faut que je retrouve toujours, même après 10-12 parties, il faut que j'arrive à comprendre quel est l'équilibre à trouver entre l'avancement des bâtiments, les cartes et toutes ces choses-là. Et puis, surtout, comme je vous disais, des paquets de cartes comme ça, des Gateway Cards ou des Farmland Cards, on a 4 paquets de chaque, qui sont à chaque fois avec des effets assez différents. Alors qui ne sont pas forcément plus exigeants à réaliser, mais qui sont peut-être un petit peu plus complexes à comprendre. C'est-à-dire que les conditions vont être un petit peu plus alambiquées sur les cartes experts que sur les cartes débutantes qui sont celles-là. Mais globalement, c'est pas pour ça que le jeu est forcément plus complexe. Ça reste très 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 compréhensible. Et puis ces cartes Farmland-là, elles sont... il y a 4 paquets également, et elles sont dans chaque paquet orientées vers un type de ressources. Il y a un des paquets qui est plus orienté vers les moutons, l'autre qui est plus orienté vers les bijoux, l'autre qui est plus orienté vers les... hops, je sais toujours pas ce que c'est en français. Voilà, alors... orienté, c'est un bien grand mot, parce que ça veut dire qu'il y a quelques cartes en plus dans ce paquet qui vont être plutôt en relation avec ce type de ressources, mais globalement ça change pas non plus énormément les choses, ça apporte juste plus de variété dans les parties. Voilà, donc c'est tout pour Alerto, j'espère qu'il sera bientôt localisé en français, parce que ce serait dommage qu'on se passe d'un jeu comme ça, qui est vraiment très très chouette, très bien fait, très fluide, très bon jeu solo également. Et voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné en tout cas une bonne idée de la manière dont le jeu se fonctionne. En attendant, je vous dis à la prochaine fois, je vous invite à laisser un commentaire, à vous abonner. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Salut!